Miroir, miroir, épisode 1. Qu'est-ce que je vois dans ce miroir qui me reflète ? Est-ce que j'aime ce corps, ce visage, ces cheveux, cette couleur de peau ? Trop grosse, pas assez mince, pas la bonne taille de pantalon, trop petit, trop foncé ou trop crépu. Les critères de beauté imposés par la société sont aussi nombreux que les complexes physiques qu'elle crée chez chacun, mais surtout chacune d'entre nous. Binge audio. Ce truc qui dérange, qui ne va pas, qui n'est jamais assez et bien souvent trop. Bref, une envie de perfection inatteignable qui n'existe pas. Je suis Jean Farpageni et dans ce podcast, je vais essayer de comprendre comment la société nous a tous, mais surtout toutes, entraînés dans ce tourbillon de mal-être. Comment les standards de beauté sont devenus des anti-reflets d'un monde qui n'existe pas. Mais aussi, comment on parvient à s'accepter dans son entièreté, à se trouver jolie, à s'aimer tout simplement. Avec des spécialistes de la question et des personnes directement concernées, on évoquera les représentations, les injonctions et les outils pour dépasser tout ça. Ma première invitée s'appelle Gabrielle Dédier. Elle est autrice et journaliste. Elle est grosse et elle a écrit un livre intitulé « On ne naît pas grosse » aux éditions de La Goutte d'Or, où elle évoque ce qu'on appelle la grossophobie, ou disons-le plus simplement, la haine des personnes grosses. Bonjour Gabrielle Dédier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et vous écrire ? Je m'appelle Gabrielle Dédier, j'ai 38 ans, je suis autrice, réalisatrice et journaliste. Mon premier essai journalistique est sorti l'année dernière et il traite de cette grossophobie. Comment est-ce que je peux me décrire ? En fait, c'est assez compliqué parce que depuis que j'ai écrit ce livre, je mets grosse dans ma description et en réalité, moi, je pense que grosse, ça fait pas partie de mon identité, mais depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai l'impression que je suis obligée de me présenter comme grosse. Donc, qu'est-ce que vous préférez pour qu'on définisse les personnes grosses ? Est-ce que le mot gros est adéquat ? Est-ce que c'est mieux d'employer le mot rond ? Est-ce que c'est mieux d'employer le mot personne à grande taille ? Moi, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser des choses qui sont censées adoucir le fait d'être gros. Être gros, c'est juste un état de fait, en fait. C'est quand on me dit que je suis grosse, si on me dit juste que je suis grosse, c'est une description. Si on me dit que je suis une sale grosse, c'est une insulte. Donc moi, je pense que les personnes grosses, les premières, doivent se réapproprier ce mot et doivent arrêter de dire « moi, je préfère qu'on dise que je suis ronde »,« moi, je préfère qu'on dise que je suis plus size », encore plus size, peut-être pas, mais... ou que je suis voluptueuse ou que je suis t'es grosse et D'accord. C'est pas grave en fait. On appelle un chat un chat. Ouais, D'accord. mais je pense que c'est indispensable. Je pense que les gens ils doivent se réapproprier ce mot-là et ne serait-ce que pour que ceux qui l'utilisent je pense que si les personnes concernées l'utilisent, il y aura pas de problème avec ce mot-là, avec la connotation. Et d'ailleurs, je le dis souvent, gros, c'est vraiment qu'un qualificatif. Quand on dit qu'on a un gros compte en banque, en général, on n'a pas honte. Donc, voilà, c'est vraiment, ça dépend du contexte. Et moi, si on me dit que je suis une femme grosse, je suis une femme grosse. D'accord. Mais comme je suis brune. Alors, comme le titre de votre livre le rappelle, on comprend que personne ne naît gros ou grosse, mais qu'on le devient. Donc, ma question, c'est comment l'êtes-vous devenu ? Alors, oui, à très peu d'exceptions près, l'obésité purement génétique, des enfants qui naissent à 5 ou 6 kilos, c'est quand même assez rare. Évidemment, il y a des prédispositions génétiques, mais tout le reste, c'est une construction, en fait. Et comment est-ce qu'on devient gros ? En tout cas, comment je suis, moi, devenue grosse ? J'ai toujours fait une taille de plus que mes camarades, mais j'ai toujours été grosse pour mes parents. Aujourd'hui, quand on regarde les photos, vraiment, je me dis que mes parents étaient les premières victimes du regard parce qu'il n'y a rien de gros sur les photos de quand je suis enfant. Et puis un jour, je suis adolescente, je suis super sportive, je fais 10 heures de sport par semaine, je suis hyper musclée, mais je suis petite, donc j'ai l'air trapue. Et je pèse 65 kilos et je m'habille en 42.
Et ma mère est un peu dépassée par ça parce que déjà quand je suis passée aux 40, c'était un peu la dépression. À la limite, je m'en fichais un peu, mais il y avait des tas de choses qui se passaient dans les vestiaires. Je voyais bien que j'étais plus massive et j'étais assez complexée. En fait, j'étais assez complexée par un manque de féminité, mais que j'assimilais au fait d'être massive et de pas ressembler à mes camarades. Et puis il y avait aussi de temps en temps mon entraîneur qui me disait que ce serait bien que je puisse sauter plus haut, donc de perdre un peu de poids. Je faisais du volleyball, pardon. Et puis j'avais jamais eu de petits copains et du coup il y avait tout ça qui faisait que il y a un moment il faut bien accuser un truc et que je pensais que j'étais trop grosse. Donc j'ai décidé à 16 ans de faire un régime. Je pesais 65 kilos. Je me dis, 10 kilos, j'irai bien dans 10 kilos. Puis je vais voir un toubib et le toubib, déjà, il me pèse et il me dit qu'il faut en perdre 20. Déjà, pour moi, 10 kilos, ça me semblait beaucoup. Et quand il me dit qu'il faut en perdre 20, là, ça me semble insurmontable. Et je me dis, oh, mais c'est pas possible. En fait, tout le monde avait raison. 20 kilos, c'est énorme. Comment je vais faire? Et puis, en fait, pas de bol, il me fait des bilans hormonaux, j'ai des problèmes hormonaux, mais il se trompe de maladie. Il me prescrit des traitements. Je prends d'abord 30 kilos en 3 mois et après des régimes. Et là, je continue à grossir et mes 65 kilos se seront transformés en 120 kilos en quelques mois. Donc vous êtes devenue grosse à cause d'un médecin? À cause d'un médecin et à cause des régimes du coup qui ont été prescrits et qui étaient des régimes hyper restrictifs et qui ont fait qu'à des moments je pétais les plombs et que j'ai eu une relation hyper malsaine à la nourriture pendant très 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 longtemps. Du coup, par rapport à la grossophobie, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et comment ça se traduit au quotidien de manière très concrète? C'est le fait de discriminer les personnes en raison de leur poids et de leur surpoids notamment. Et la grossophobie, en fait, elle revêt plusieurs aspects. Donc, il y a une grossophobie du quotidien, de la rue, des gens qui nous insultent, moi qui m'arrête dans la rue pour me dire que je suis une abomination, qui regarde mon panier quand je fais mes courses, la caissière qui devient diététicienne quand je fais mes courses. Ah oui, ça justement, j'ai lu le livre de Roxane Gay qui s'appelle Hunger, et elle raconte dedans qu'elle se fait arrêter par des gens qui lui prennent des articles de son caddie pour lui dire « c'est pour vous aider ». En fait, on vous enlève des choses pour vous aider à maigrir parce que c'est pas bon pour vous. Et c'est vrai que ça, c'est des choses dont on se rend compte que c'est vraiment une grossophobie quotidienne. Et du coup, c'est des choses que vous vivez dans la vie de tous les jours. C'est tout à fait ça. Je vais au restaurant avec des copains, je prends un dessert et il y a un gamin qui demande à sa mère s'il peut avoir un dessert et la maman dit devant moi « non, tu vas devenir comme la dame ». C'est des choses comme ça. Et les gens qui m'arrêtent dans la rue, souvent, ils pensent qu'ils sont bienveillants. Ils m'arrêtent pour me dire que ils ont quelqu'un qu'ils connaissent, qui a fait tel régime, qui est allé voir tel docteur, qui s'est fait opérer. En fait, ils voient pas où est ces gens ne voient pas où est l'agression, en fait. Ou moi aussi j'ai été comme vous et regardez, ça va mieux, il faut faire ceci, cela. C'est quasiment permanent, en fait. Et c'est quoi la grosse différence avec le body shaming qui, rappelons-le, est le fait de se moquer du corps de quelqu'un? La différence, avec le body shaming, c'est que justement, ça ne s'arrête pas à la grossophobie du quotidien. Il y a aussi donc dans les autres aspects que revêt cette grossophobie, on a une grossophobie qui est médicale et une grossophobie qui est systémique. Dans la grossophobie que je dirais médicale, ce sont, il existe des médecins qui sont pas toujours bienveillants. En général, ce sont les mêmes qui veulent pas des pauvres et de la CMU. En tout cas, moi, les médecins qui étaient grossophobes, ils voulaient pas de la CMU. Hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Et qui, en fait, à partir du moment où vous êtes grosse, ça devient la seule raison pour le médecin qui fait que vous êtes dans le cabinet. Je me suis retrouvée avec une otite et à pleurer tellement que j'avais mal. Et avant de regarder mon oreille, il m'a demandé de monter sur la balance. Donc, ça, alors que ça n'a aucun rapport. C'est ça. Et ça pourrait être un détail, sauf que il n'y a pas très longtemps, il y a une fille de gras politique qui a raconté sur Twitter une mésaventure qu'elle a eue chez un radiologue. Et donc, le radiologue, il doit vous demander si vous êtes enceinte parce que les rayons X, c'est pas trop compatible avec une grossesse. Et toutes les nanas qui sont passées avant elle, on leur a demandé si elles étaient enceintes.
Elle arrive et on lui demande pas si elle est enceinte. Et là, elle lui dit au radiologue, vous ne me demandez pas si je suis enceinte? Et il lui dit, c'est évident que vous ne l'êtes pas. Voilà, sauf que on peut arriver à des situations qui sont hyper dangereuses en fait. Des médecins qui vous refusent des contraceptions quand vous êtes grosse, sous prétexte que soit vous n'allez pas ovuler, soit vous n'avez pas de vie sexuelle et que ça sert à rien, soit la pilule, ça va aggraver votre cas parce que vous allez reprendre des kilos. Et du coup, on arrive avec des femmes qui ont une vie sexuelle, à qui on a dit qu'elles tomberaient jamais enceintes et qui se retrouvent au planning familial pour se faire avorter. C'est des réalités, mais et il y a encore plus grave. C'est des faux diagnostics. C'est une femme qui est grosse, qui a mal au ventre, qui se tord de douleur, qui va aux urgences. On lui dit, vous faites une indigestion, elle fait une grossesse extra-utérine. On va pas la croire parce qu'on estime que son poids, en fait... et le mal de tout, quoi. Exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez les personnes grosses qui fuient les cabinets médicaux et qui, quand ils y retournent, c'est toujours souvent trop tard, en fait. D'ailleurs, il y a Gras Politique qui a un répertoire de médecins gynécologues qui sont ouverts, justement, et qui sont plutôt progressistes et qui ont une approche féministe de leur pratique. Et donc, je mettrai ça à la fin de l'épisode sur le site. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de vivre dans ce corps, de se lever le matin, de s'habiller, de vivre, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ? C'est vivre dans ce corps, pour moi, c'est un peu une torture, en fait. C'est... parce qu'il faut le porter, ce corps. Ça, les gens, ils s'en rendent pas toujours compte. Enfin, quand il y a des gens qui me disent que je marche pas très vite, j'ai envie de leur dire, mais traverser la rue avec l'équivalent d'un frigo plein sur votre dos, et vous verrez à quelle allure vous marchez. Parce que quand on pèse 150 kilos, on a une surcharge. Enfin, il faut la traîner, cette charge. Vous diriez que c'est un handicap ? Alors... Non, ça dépend en fait. Il y a des gros pour qui leur surpoids est un réel handicap, qui peuvent pas marcher ou qui ont des béquilles ou qui sont dans des fauteuils. Il y a des gros qui ont pas du tout ce problème-là. Par contre, si c'est pas forcément un handicap physique, c'est un handicap social. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence parce que il y a des études qui ont été faites sur l'embauche chez les personnes, l'embauche des personnes grosses, ou plutôt la non-embauche des personnes grosses, pour être juste. On sait qu'une femme obèse a 8 à 10 fois moins de chances d'être embauchée qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme, c'est 3 fois en moyenne. Ça, c'est pas quelque chose qu'on invente, quoi. Ça, c'est factuel. Ça... Et la grossophobie qui est systémique, la grossophobie qu'on peut appeler systémique, c'est elle qui fait qu'on peut pas faire partie de la société civile normalement. Celle qui fait que aller dans un train en deuxième classe, c'est compliqué. Enfin, moi, je suis obligée de voyager en première et pas pour des raisons... Et vous êtes obligé de payer plus cher, c'est ça. Que la moyenne des personnes. C'est ça. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai été invitée en Suisse pour faire une conférence. On a dû prévoir dans l'avion 2 places au cas où, pour pas que je me fasse lyncher si l'avion était plein. Et par rapport aux magasins ou justement à la vie quotidienne de, par exemple, juste s'habiller, comment ça se passe ? S'habiller, en fait, alors, on peut dire que c'est de plus en plus facile grâce à Internet, grâce aux marques américaines, mais aux marques américaines, quoi. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Et s'habiller, c'est facile si on a un bon budget. Quand on n'a pas un bon budget, on a grosso modo 2 marques, quoi. Enfin, moi, je m'habille chez C&A et Kiabi. Alors je sais parce que c'est les seuls qui proposent des tailles beaucoup plus grandes et beaucoup plus confortables. C'est ça. En fait, elles ont des rayons de grande taille qui sont pas encore assez développés, à mon avis. Mais au moins, elles ont cet avantage d'avoir des vraies grandes tailles. Donc aujourd'hui, oui, une personne grosse, elle peut s'habiller correctement, c'est affreux, non. Elle peut s'habiller presque comme elle veut. Par contre, elle a plutôt intérêt à avoir un bon porte-monnaie. Or, les études nous disent que les personnes grosses, elles ne travaillent pas. 30% des personnes au RSA sont obèses, alors qu'on est à 7% chez les 4 000 € et plus. L'obésité, c'est un vrai marqueur social de pauvreté.
Et justement, dans votre livre, et tout à l'heure, vous l'aviez évoqué, quand vous étiez plus jeune, vous faisiez du 40-42. Et donc, vous racontez que votre mère vous dit « Ah, mais c'est une taille pour les obèses. Donc, qu'est-ce que tu fais avec cette taille 42 c'est trop gros, c'est pas normal, etc. » Et donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est que est-ce qu'il y a deux formes de grossophobie ? Est-ce qu'il y a la grossophobie sociétale, donc quand on fait plus d'un 36, finalement, et ensuite la grossophobie médicale, comment ça se traduit en fait ? Ces deux formes de grossophobie qui est d'abord faite par la société et ensuite par la société, mais de manière plus médicale et plus visible. Eh bien, j'ai envie de répondre par ça. J'avais eu un petit débat avec un des fondateurs du GROS qui s'appelle professeur Appeldorfer. Et il m'avait dit, Gabriel, quand vous parlez de grossophobie, vous vous trompez, il faut parler d'obésophobie. Et là où je ne suis pas d'accord avec ce terme, c'est que justement, entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe chez le cabinet de médecin, il y a quand même toute une différence. En France, on estime qu'on est grosse à partir de la taille 40. Médicalement, on n'est pas du tout grosse à partir de la taille 40. Enfin, une fille qui s'habille en taille 40... D'ailleurs, c'est le 38-40, c'est les tailles les plus demandées en France et c'est les tailles qu'on trouve le moins quand on va dans un magasin parce que beaucoup de femmes font du 38-40, en tout cas beaucoup de femmes françaises. Mais comment ça se fait que du coup, la société a cet esprit de plus du 36 égale gros ? En plus, un terme qui finalement n'est pas approprié parce que du coup, n'inclut finalement pas les personnes vraiment grosses. Les Françaises sont parmi les plus minces d'Europe et la taille moyenne, c'est le 42. Donc, 42-44. Donc, ça veut dire que la moitié de la population est au-dessus du 42-44. Moi, je crois qu'on estime que si on n'est pas mince, on est gros, comme s'il n'y avait pas une zone de transition qui existe. Et j'avais cette discussion avec mon endocrinologue qui me disait que pour la société, en fait, quand on est dans la normalité de l'IMC, on est presque déjà trop gros. Et c'est d'autant plus choquant que les mesures de l'IMC ont changé et qu'il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, on estimait que le surpoids était à 27 d'IMC. Depuis, on estime qu'il est à 25 d'IMC. Même à ce niveau-là, en fait, on a revu nos critères. Donc, il y a des tas de gens qui sont rentrés dans le surpoids mathématiquement, mécaniquement, juste parce qu'on a changé l'IMC. Donc, ouais. Voilà. Et ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus stricte, en fait. On est vraiment dans cette croyance où si on n'est pas mince, on est gros. Et quand ma mère me dit « Ah, mais c'est du 40, c'est une taille pour les obèses », ma mère, à l'époque, s'habille en 34. Et ma mère, depuis que je suis née, je l'entends dire qu'elle est grosse, en fait. Toute ma vie, j'ai vu ma mère se cacher les fesses avec des tuniques, avec se cacher les bras. Ma mère ne met pas de débardeur parce qu'elle... Mais ça, justement, c'est quelque chose qui a construit une forme d'insécurité, une forme de mal-être, de voir sa mère qui est complexée alors qu'elle fait du 34, et surtout de vous dire à vous, à 16 ans, tu es trop grosse, tu fais du 42, c'est une taille pour obèse. Comment en fait on grandit avec ce poids finalement, cette image constante dans la tête de je suis grosse, ma mère me trouve grosse. En fait, c'était vraiment mes deux parents parce que mon père, quand il était jeune, il était aussi très très mince. Ma mère se vante quand même quand elle a rencontré mon père, elle avait 17 ans et à l'époque, elle mettait 8 ans en t-shirt. Donc, c'était vraiment Twiggy. Et donc, mon père était aussi filiforme et ils avaient cette nostalgie de leur époque où ils étaient filiformes. Après, mon père, lui, a pris du poids avec les années. Bon, mais en même temps, j'ai toujours aussi entendu à mon père dire à ma mère qu'elle était grosse. Donc forcément, si ma mère, que moi je trouvais maigre, était grosse, mais moi j'étais forcément dégueulasse. Dans ma tête, quoi. C'était. Et ça a eu un impact sur vous ? Oui, parce que du coup, en fait, un jour, je disais que je pense que j'ai été mentalement grosse avant de l'être physiquement. Je pense que il y a eu toute cette construction de tu es grosse alors que je ne l'étais objectivement pas. Et que parce que toute cette vie, j'ai cru que j'étais grosse, j'ai cru que j'étais pas dans le bon corps, que j'étais pas appropriée, que j'étais pas...
Enfin voilà, et que je pouvais pas être belle si je passais pas en dessous de ce 36, quoi. Au tout début de votre livre, vous parlez d'une amie à vous qui fait un clip féministe avec des femmes qui sont plutôt minces, qui ont des corps dont vous rêvez d'avoir. Et elles se trouvent grosses, elles se trouvent moches, elles se trouvent pas bien. Et elles emploient le mot non, mais on est trop grosse. Qu'est-ce que ça fait en fait d'entendre ça? Et qu'est-ce que finalement on se dit que tout le monde a des problèmes d'insécurité, quelle que soit la taille de pantalon, quel que soit le poids. Pourquoi en fait? Pourquoi on est dans une société où tout le monde se trouve gros? Il y a quelques années, j'aurais été super intolérante avec ces filles-là, en fait. J'aurais dit, mais ta gueule, quoi, te plains pas, c'est bon, tu fais du 38, viens pas pleurer, ta souffrance, j'en veux pas. Et en réalité, j'aurais été injuste si je l'avais dit. Parce que justement, on est toutes soumises à des injonctions qui sont en plus souvent contradictoires. Cette construction de ce corps, en fait, on y est toutes confrontées, mais pas que forcément par la pub ou les magazines féminins. Moi, j'ai jamais rêvé devant les défilés de mode, quoi. J'ai toujours su que ça n'existait pas, ce truc-là. Mais en même temps, on a l'impression que, on n'est pas digne si on n'a pas le ventre plat. On n'est pas digne si on n'a pas des bras performants, musclés. Et ça, en fait, c'est d'autant plus violent que c'est super difficile d'avoir un regard objectif sur son propre corps. En réalité, moi, je crois que je connais aucune nana qui se trouve bonasse, quoi. Et c'est souvent les femmes en particulier. Ouais, parce que les mecs, ils ont plus de facilité à dire qu'ils se trouvent bien, quoi. Et moi, j'ai toujours eu cette différence entre mon père et ma mère, avec ma mère qui se regarde dans le miroir en se trouvant moche, et mon père qui se regarde dans le miroir en disant mais qu'il est beau ce type. Et justement, par rapport aux femmes minces, depuis quelques temps, ça fait 1 an ou 2 ans, on entend beaucoup parler du mouvement Body Positive, qui est un mouvement qui a été créé par Connie Sobczak et Elizabeth Scott pour une acceptation des corps gros dans la société. Donc il y a notamment l'une des fondatrices qui l'a fait en l'honneur de sa sœur et pour s'assurer que sa fille et d'autres enfants vivent dans une société où, je cite, les gens s'efforceraient de changer le monde, pas leur corps. Et donc c'est une communauté qui souhaitait se libérer des messages sociaux qui étouffent et qui maintiennent dans un carcan impossible à atteindre. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de ce mouvement et il est souvent repris de la bouche de femmes minces, ou en tout cas des femmes qui sont plutôt dans une norme et qui n'auront jamais forcément de problème pour trouver un emploi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez déjà, du mouvement Body Positive et de pourquoi il y a autant de femmes qui sont à l'origine pas forcément concernées, qui se réapproprient ce terme? Alors, j'en pense plein de choses sur le mouvement Body Positive. Moi, quand on m'avait expliqué que le mouvement Body Positive, c'était d'inclure tous les corps, en fait, et de pas dire justement qu'il existe ce corps échantillon et que on pouvait être belle en ayant des brûlures sur la peau, qu'on pouvait être belle en ayant des maladies, de la dépigmentation comme du vitiligo, qu'on pouvait être belle en étant grosse, qu'on pouvait être belle en étant sur un fauteuil roulant. Oui, parce que c'est vrai que le mouvement aussi est très inclusif et fait justement référence à tous ces corps qui peuvent être différents et pas forcément dans la norme. Donc les corps noirs, les corps cuir, les corps gros. Tout ce qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et dans l'acceptation de ces corps-là. Voilà, justement. Donc moi quand on me raconte ça, évidemment, je trouve que c'est bien et ces corps existent et qu'ils n'ont pas à être déclassés ou être mis sur le côté. Sauf que Body Positive, alors je sais pas si c'était une marque, ce serait un bon coup de marketing. Le hashtag Body Positive, en fait, sur Instagram, ça correspond au Fit Girl. Ou au Healthy Girl. Mais d'ailleurs, toutes ces étiquettes, elles sont insupportables. Je tiens à préciser, moi, ça me rend dingo, en fait. Et donc, on se retrouve... Alors, déjà, il y a plusieurs choses qui peuvent m'ennuyer dans ce Body Positive. C'est que...
je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur son corps. Donc, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais on peut aussi se dire, bon, bah, de toute façon, on est comme on est. Et je le prends comme je ça. le prends comme ça. De toute façon, j'habite dans ce corps-là, j'ai plus trop le choix. La blogueuse et autrice Kémis avait écrit un article justement pour dire comment elle s'était éloignée de ce mouvement parce qu'elle se sentait pas assez représentée. Et notamment, elle parlait du fait qu'on voyait pas de bourrelets, de vergetures. Enfin, c'était très lissé. Donc même si parfois les femmes pouvaient être grosses, c'était quand même dans un aspect très esthétique, presque pour plaire au regard de l'homme. Et du coup, et c'est vrai que le mouvement pour beaucoup de femmes est devenu autre chose et elle se tourne vers quelque chose qu'on appelle le fat positive. Et du coup, pour vraiment la représentation des corps plus gros et qui s'acceptent dans leur entièreté avec les bourrelets, avec tout ce que le corps peut représenter, quoi. Ouais, je l'avais lu cet article et effectivement, j'étais contente que quelqu'un parle de ces dérives du body positif. Après, moi, alors je suis pas non plus dans le fat positif. Je pense que je suis plus dans la fat acceptance, où mon discours, c'est de dire, bon, ben voilà, il y a des corps gros, ils vous plaisent pas, on en a rien à faire. Ces corps gros ont le droit d'exister, ont le droit de se montrer. Oui, ces corps gros, ces femmes grosses ont le droit de mettre des maillots de pièces, des crop tops, tout ça. À côté de ça, moi, j'arrive pas à me sentir dans le fat positif non plus parce que pour moi, ce serait sous-entendre que je suis fière, qu'il y a une sorte de pride en fait dans mon corps et en fait, si je n'ai plus honte d'être grosse, j'en suis pas fière pour autant. Enfin, je suis neutre. Donc voilà et puis ouais, dans le fat positif en fait, ce qui me fait peur, c'est que du coup on confonde les messages et rien que, enfin moi ça fait presque 1 an que je parle de grossophobie et que je me prends dans la gueule des apologies de l'obésité, quoi. Et alors que je ne fais jamais l'apologie de l'obésité. Et du coup, dans le fat positif, je pense qu'il pourrait y avoir un message brouillé. Mais body acceptance, fat acceptance, moi, je pense que c'est beaucoup plus juste parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que faire en sorte que les gens aillent bien, ça va pas vous rendre gros, ça va pas vous rendre, enfin, tout ce que vous n'aimez pas, en fait. Donc voilà. Et y compris si elle est créée par un mec qui aime pas les gros. Mais est-ce que la société est prête à ça? Parce qu'on a l'impression que depuis, avec la sortie de votre livre, il y a aussi Daria Marx qui sort cette semaine. Gros n'est pas un gros mot. On voit de plus en plus de personnalités, en tout cas de personnages dans les séries. Je pense notamment à Girls récemment, qui montrent des corps différents. Des magazines féminins qui essayent en tout cas de parler de body positive, qui vont mettre en couve Ashley Graham, qui est une mannequin entre guillemets grande taille. On a l'impression qu'il y a des pas en avant qui sont faits, mais avec tout ce que vous nous racontez, avec tout ce qui se passe et justement cet opportunisme capitaliste pour les gros, est-ce qu'on peut dire que la société est enfin prête à accepter des corps différents ou pas du tout? Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Donc ouais, on parle beaucoup de grossophobie. Le livre de Daria Marx et Eva Pérez-Bello vient de sortir. Gros n'est pas un gros mot, où elle parle justement ce sont des chroniques sur la grossophobie ordinaire. Elles, en fait, elles sont militantes. Elles ont créé un collectif qui s'appelle Gras Politique où elles parlent de tout ça. Et en fait, moi, je pense que si on attend que la société soit prête, on fera jamais rien. Enfin voilà, je pense qu'on a le devoir de mettre les pieds dans le plat, qu'on a le devoir de s'imposer. Parce que de toute façon, le petit gros qui reste dans son coin, qui rase les murs, ça c'est plus possible, c'est terminé. Mais comment on s'impose justement quand on n'a pas forcément les moyens d'écrire un livre, quand on n'a pas les moyens tout court, comment on s'impose quand on est une personne grosse, qu'on n'est pas accepté par la société et qu'on en viendra tout à l'heure, mais qu'on a peut-être des envies suicidaires, qu'on a des problèmes de santé mentale, comment on fait
concrètement? Je pense que dans les choses qui sont importantes, c'est justement de chercher ces groupes-là sur Internet, si on a la possibilité, pour voir déjà qu'on n'est pas tout seul. Quand on croit que quelque chose ne nous arrive qu'à nous et qu'on est seul à vouloir se cramer la tête. Enfin, moi, je voulais me cramer la tête jusqu'à l'année dernière. Il y a un moment où, dans votre livre, où, je cite, « Chaque fois qu'on m'a demandé de maigrir, j'ai grossi. Je réagis violemment à ces injonctions, je me braque, transforme la souffrance en frénésie alimentaire. Je ne suis pas malheureuse parce que je suis grosse parce que je suis malheureuse. Dans ces moments-là, je n'ai pas faim, manger ne me procure aucun plaisir, je n'éprouve aucune satisfaction, si ce n'est celle qui consiste à avoir l'impression de saigner de l'intérieur. » Et du coup, on voit, on entend en fait la souffrance vraiment intérieure. Qu'est-ce qui vous a aidé et justement, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes comme vous qui essayent de s'en sortir? Eh bien, un jour, je me suis confiée. Et alors, il se trouve que les gens à qui je me suis confiée m'ont après proposé de faire le bouquin, mais c'était pas pour ça que je m'étais confiée. Moi, il a vraiment fallu que je sois... j'espère que les gens réagiront plutôt que moi, j'ai mis de temps pour réagir, mais... moi, il a fallu que je me retrouve à la rue, sans acédique, surendettée, et à penser tous les jours au suicide. Mais vraiment, à imaginer toutes les façons de me suicider et avoir peur avec cette crainte de me rater pour pas qu'il y ait une ambulance et des pompiers qui disent que je me suis... pour pas entendre des gens dire que je me suis ratée et que je suis trop lourde à porter. J'étais dans ça, en fait. Je suis passée par des phases où j'étais tellement dans la détestation de moi-même que j'ai arrêté de me laver, j'étais vraiment dans que la mort vienne me chercher, c'est pas possible. Et j'avais cette honte, en fait, de tous ces comportements dont je parle. Parce que quand je parlais de mes problèmes de poids, je parlais toujours du côté médical, du côté hormonal. Jamais je parlais de ces troubles du comportement alimentaire parce que j'avais honte. Et donc, ce que je peux dire, en fait, s'il y a des gens qui sont tout seuls, qui ont l'impression d'être des monstres, qui se font du mal ou qui veulent s'en faire, il faut qu'ils sachent qu'ils sont pas tout seuls et que ça... Je sais que quand on est dans une détresse immense, on pense que c'est gravir une montagne ou que c'est infranchissable, en fait. Mais en réalité, il faut oser faire confiance aux autres, en fait. Et il faut oser en parler. Aujourd'hui, on a plein de moyens de découvrir comment en parler. Il y a des groupes de parole, il y a des forums, il y a des activités qui sont proposées. Et si on est ado, on peut même aller voir, je sais pas, un prof qu'on aime bien ou je ne sais quoi. Moi, je sais qu'il y a des élèves qui demandent à leur prof si je peux venir dans leur collège ou leur lycée. Donc voilà, mais... Et le psy, c'est une solution? Ça peut l'être, mais je pense que... oui, en fait, il faut parler... moi, je sais que je suis allée plusieurs fois dans des centres anonymes et gratuits de psy quand j'étais ado, quoi. Quand j'ai pris ce poids-là, parce que justement, j'avais... chez moi, on pouvait pas m'entendre et j'osais pas parler de tout ça. Donc voilà, ce qui fait que pendant longtemps, j'ai aussi été dans le déni de tous ces comportements. Mais c'est important, en fait, de faire confiance à quelqu'un et il faut que ça sorte et qu'après... et puis c'est bien aussi, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de modèles, j'ai pas envie de... de représentation, voilà, en tout cas, à la télé, dans les médias. C'est, moi, quand j'ai vu Precious, j'avais pas lu le livre et j'avais vu Precious. Precious, qui est un film de Lee Daniels, qui est sorti il y a quelques années déjà. C'est ça, avec Gabouré. Sidibé, oui. C'est ça, et purée, quoi. Je pense que j'avais jamais vu une actrice comme elle. Qui vous ressemble, en qui vous pouvez vous identifier finalement. Ouais, mais en plus, c'est pas rien de se mettre en représentation quand on a ces corps-là. Et d'ailleurs, hier, il y avait Daria Marx qui tweetait. On a plein de haters à chaque fois qu'on fait de la promo, à chaque fois qu'on est dans une émission, Et donc, à un moment, elle a dit dans un de ses tweets,
Ouais, je m'en prends plein la tête, mais s'il y a au moins une seule personne, un petit gros, une petite grosse qui, quelque part, en tant que, oui, on peut survivre, en fait, à cette souffrance, eh ben, c'est pas grave que je m'en prenne plein la gueule. Et ça m'a beaucoup. En fait, cette phrase m'a beaucoup émue parce que, parce qu'en fait, on s'en prend vraiment, mais plein la tête. Moi, il y a des gens, on peut les qualifier de nazis dans les propos qui sortent. En même temps, quand moi j'ai fait ce bouquin, c'était vraiment pour dire aux gens, voilà comment vous nous traitez. Moi, j'avais pas de but de faire la morale, je suis pas une militante, j'ai pas fait, je viens pas du monde associatif, j'ai pas cette culture-là. Par contre, je savais ce que je subissais et il y avait quand même peu de chances que ça n'arrive qu'à moi. Et j'en avais marre, en fait, qu'on pense que j'étais parano ou trop sensible, même si je peux l'être, mais qu'en fait, que je prenne trop à cœur, que j'étais trop émotive, des choses qui, en fait, sont inacceptables. Et donc, moi, le but, c'était vraiment de dire, écoutez, moi, je vais vous raconter une histoire, mais pour qu'on se mette d'accord, cette histoire, elle va être étayée par des études scientifiques, sociologiques, économiques. Je vais juste vous montrer que je suis pas une parano quand je vous raconte ce que je vous raconte. Et voilà. Et je veux culpabiliser personne. Je vous dis juste que aujourd'hui, en France, il y a des gros. Il y en a de plus en plus, que vous le vouliez ou non. Vous les maltraitez. Et je vous montre comment vous les maltraitez. Après, je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que chacun doit prendre ses responsabilités, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les médecins ou que ce soit le citoyen lambda qui se promène dans la rue. Moi, c'était vraiment de dire parce que le livre, il s'adresse pas forcément aux gros, il s'adresse pas forcément aux femmes. Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde et c'était l'idée de vulgariser le sujet, en fait. Et à un moment, il y a un passage qui m'a beaucoup interpellée où vous dites qu'il y a plein de personnes grosses qui n'ont pas de miroir chez elles parce qu'elles ne veulent pas se regarder, elles ne veulent pas avoir conscience de leur physique, de leur corps. Et du coup, comment on apprend à s'apprécier, à s'aimer, à se trouver potentiellement jolie? Comment on fait, en fait, pour se regarder dans un miroir et se dire je me prends telle quelle? C'est super, super dur. Moi, jusqu'à ce que je fasse la première télé l'année dernière, mon miroir, il faisait cette taille-là. C'est un petit miroir de poche. Alors, cette taille-là, on ne le voit pas, mais un tout mini miroir. Tout petit miroir qu'on glisse dans un petit sac. C'est ça, qui rentre dans un porte-monnaie. Vraiment tout petit. Le genre de miroir qui fait qu'on ne se voit pas en entier, en fait. Et le genre de miroir qui fait que je vois mes yeux si j'ai envie de voir mes yeux et ma bouche si j'ai envie de voir ma bouche, mais que je vois pas la totalité. Et comme si j'étais une sorte de puzzle, en fait. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce que quand les gens ils me demandent comment je me trouve, je leur dis que je me trouve moche. Mais par contre, quand je prends les détails, que je leur dis que je trouve que j'ai de jolis yeux et que j'ai une jolie bouche et que j'ai de jolies traits de rousseur, ils comprennent pas que le puzzle puisse devenir moche. Et puis, en fait, je crois que pour moi, ça s'est vraiment fait là, en réalité, d'être médiatisé, d'avoir des coiffeuses, des maquilleuses, d'avoir des gens qui s'occupent de moi. Du coup, ça aide justement l'esthétisme, le fait de prendre soin de soi, le fait de se maquiller, de s'habiller. C'est quelque chose qui peut aider. S'il y a des femmes mais même des hommes qui nous écoutent et qui sont dans une situation d'estime de soi très très basse, qui se sentent vraiment mal dans leur peau, vous pensez que ça peut aider? Moi, je sais que s'il y a quelque chose qui m'a toujours fait du bien, c'est aller chez l'esthéticienne, alors que j'ai pas forcément toujours eu les moyens, mais il y a des moments où j'ai fait des vrais choix dans mes budgets pour m'autoriser à aller une fois par mois chez l'esthéticienne, que ce soit pour me faire épiler ou le visage ou que ce soit pour faire des soins de temps en temps. Ça, je l'ai toujours fait, même quand je me regardais pas dans le miroir, mais parce que je crois que j'avais besoin de pas être dans la dépréciation totale. Et d'ailleurs, quand je vais très mal, je ne vais plus chez l'esthéticienne. Juste, pour moi, faire le pas de rentrer dans un institut de beauté, c'était quelque chose, c'était un acte presque revendicateur de me dire, bah oui, moi aussi, j'ai le droit. En fait de me faire masser, j'ai le droit d'aller faire une mise en beauté, j'ai le droit de faire ça. Pour s'accepter, il faut commencer par se dire que on a de la valeur et que
et que nous aussi, on a le droit, en fait, de prendre soin de nous et qu'au contraire, en fait, on a le devoir de prendre soin de nous. Enfin, voilà, moi, je pense que c'est. Alors après, ceux qui veulent se maquiller se maquillent, ceux qui veulent se coiffer. Oui, c'est pas une injonction, c'est juste une possibilité pour les personnes qui le souhaitent. C'est ça, mais en tout cas, que les femmes grosses, parce que j'en ai vu aussi sur Twitter dire, moi, je vais jamais au salon de beauté parce que ceci, parce que cela. Déjà qu'elles aient pas peur de monter sur la table. Ça tient jusqu'à 300 kilos, donc voilà, contrairement à ce que certains médecins disent, moi j'ai des médecins qui m'ont dit que je pouvais pas monter sur la table parce que j'allais la péter, mais chez l'esthéticienne, j'ai jamais eu ce problème-là, c'est quand même assez étonnant. Mais je pense en fait qu'ils vont y gagner parce que on a besoin en fait de sentir que ce corps il existe et que c'est pas qu'une souffrance en fait, qui peut faire du bien aussi et moi je pense que ça fait partie des choses. C'est mon petit luxe peut-être, mais c'est le seul, mais pour moi il est indispensable. Merci beaucoup Gabrielle Dédier. Merci. Vous venez d'écouter le premier épisode de Miroir Miroir, un podcast produit par Binge Audio. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé, bien entendu. Et je vous dis à dans 2 semaines. Binge.